Voilà. Bonsoir, nous attendons encore Daniel Zaguri. Alors il viendra, donc bien évidemment, je vais me permettre d'introduire peut-être, que l'introduction, il ne l'attend pas forcément, donc c'est le 3 septembre, débutait le procès des attentats du Bataclan. Les attentats du Bataclan et du Stade de France qui avaient bouleversé le pays. Il y a 15 jours, on examinait la personnalité du seul terroriste survivant, Salah Abdeslam, et il s'est décrit comme bon élève. Bon élève, calme, gentil, aimé de ses parents, aimé également de ses professeurs. Et on le disait serviable. Il était sociable, semble-t-il, et jeune adulte, il a mené une vie d'un jeune adulte ordinaire. Il sortait, il allait en boîte, dit-il, il buvait des verres, il se rendait même au casino, et il précisait qu'il était imprégné alors de valeurs occidentales. Son voisin de boxe a souligné que Salah Abdeslam, mais lui aussi, donc ce voisin, n'était pas sorti du ventre de sa mère comme ça, une Kalachnikov à la main. Salah Abdeslam avait été un enfant et un jeune homme plutôt ordinaire. Et cette actualité nous amène à reprendre cette question lancinante, particulièrement troublante et inquiétante. Comment un humain en arrive-t-il là? Comment un humain ordinaire peut-il devenir un monstre? Et l'occasion faisant le larron, nous dit le proverbe, ce qui ne veut pas dire qu'un proverbe est forcément intelligent, que nous entendions, mais partons de ce quasi-poncif, de ce proverbe, chacun d'entre nous n'est-il pas, dans certaines circonstances, également susceptible de basculer, de devenir lui aussi un monstre? La question est complexe, elle a été amplement débattue, et ceci tout particulièrement depuis le procès à Eichmann en 1961, alors que Hannah Arendt élaborait le concept de la banalité du mal. Banalité du mal, le concept du mal, qui a été largement débattu également, et également fortement contesté encore actuellement, je veux dire. Donc, les attentats djihadistes pesant fortement sur notre monde, notre mode de vie, et générant la peur, voire la terreur, je vous propose d'approcher cette difficile question à partir du terrorisme islamiste en France, c'est-à-dire comment devient-on terroriste, comment un homme ordinaire devient-il, peut-il devenir terroriste? Nous allons aborder cette question en 3 temps. Nous bénéficions effectivement du regard de 3 spécialistes qui me semblent être des regards tout à fait complémentaires. Et nous allons en un premier temps nous demander à Gilles Kepel de nous montrer comment le djihadisme est devenu un facteur politique et social majeur dans notre pays. Voilà, donc bonsoir M. Zaguri et merci de nous avoir rejoints. Visiblement, certaines des conférences sont absolument passionnantes et on peine quelque peu à les laisser. Nous allons effectivement débuter avec la présentation, avec M. Kepel, qui est spécialiste du monde arabe contemporain. Il est professeur des universités à l'Université Paris Sciences et Lettres. Il dirige la chaire du Moyen-Orient, Méditerranée, à l'École normale supérieure. Donc, sa bibliographie comporte plus d'une vingtaine d'ouvrages. Et Gilles Kepel a séjourné dans un d'entre eux, enfin le dernier, je crois, dans l'avant-dernier, il nous rappelle, en sortir de Chaos, il nous apprend qu'il a séjourné en Syrie, jeune étudiant à l'époque sans doute, en 77-78, boursier de langue arabe, et la ville était calme alors, et rien, nous dit-il, ne lui, même dans ses pires cauchemars, c'est ce que vous nous dites,
donc n'aurait pu vous permettre alors donc, de songer que vous vous retrouveriez en 2016 condamné à mort en tant qu'arabisant par un daéchien franco-algérien installé à Raqqa, l'éphémère capitale syrienne de Daesh. En 40 ans, ce monde a visiblement été bouleversé. Ce bouleversement, cette histoire, vous nous la racontez, vous l'analysez, vous ne faites pas que la raconter, vous l'analysez en 2 temps, dans un ouvrage qui est paru donc, il y a 2 ans, Sortir du chaos, qui retrace 40 ans d'histoire du Moyen-Orient. Et dans le dernier ouvrage, Prophète et pandémie, qui vient de paraître, vous examinez le Moyen-Orient et vous proposez une lecture des événements de l'année 2020 qui nous mène du Moyen-Orient au djihadisme d'atmosphère. Nous dites-vous, un djihadisme d'atmosphère, c'est le sous-titre même du livre de nos sociétés occidentales. Alors, après avoir peut-être précisé ce que vous entendez par djihadisme d'atmosphère, est-ce que vous pouvez effectivement nous retracer les traits de cette histoire récente qui a bouleversé le Moyen-Orient? L'année 2020 est une année effectivement charnière, donc vous l'analysez, mais c'est une année charnière dans l'histoire, et ce sera une année charnière pour l'histoire du Moyen-Orient. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont effectivement les répercussions de ce qui se déroule au Moyen-Orient dans l'Occident, et répercussions sur ce djihadisme et formation du djihadisme d'atmosphère? Merci beaucoup. Tout ça en 10 minutes. Alors, avec grand plaisir, je vais essayer. Monsieur Labbé, merci beaucoup de votre invitation. Merci d'être là. Je suis ravi de partager la scène avec des collègues prestigieux, des amis. Et je suis sûr que de notre discussion, notre débat naîtra d'avancée, j'espère, pour chacun de nous. 2 petits mots simplement sur ces 2 livres. En fait, Sortir du chaos, c'est un livre en diachronie, c'est-à-dire qui essaye de comprendre ce qui s'est passé au cours des 40 dernières années au Moyen-Orient, qui correspondent un peu à ma vie au Moyen-Orient, puisque j'ai commencé en 1980 en Égypte, quand Sadat a été assassiné par des djihadistes sous mon nez quasiment, jusqu'à aujourd'hui. Et donc j'ai essayé de réécrire cette histoire à partir d'une mise en phase des différentes manifestations du djihadisme depuis le djihad en Afghanistan jusqu'à Daesh et aujourd'hui ce que j'appelle le djihadisme d'atmosphère. Donc c'est une mise en perspective historique globale. Le dernier, Sortir du chaos, c'est un livre en synchronie, au contraire, c'est-à-dire j'ai pris une année, l'année 2020, bon, et puis mise à jour ensuite, mais qui essaye de comprendre, en regard de ce qui s'est passé précédemment, comment on peut expliquer la réislamisation de Sainte-Sophie par Erdogan, les accords d'Abraham, l'assassinat de Samuel Paty et autres phénomènes. Oui, donc l'idée, c'est de construire les éléments de la mise en perspective et ensuite d'appliquer cette mise en perspective à une actualité qui est fondée dans le passé. Alors, je voudrais commencer par peut-être réfléchir sur les termes même de votre question. J'avais fait de la philo quand j'étais jeune, donc ça même si j'ai pas été très bon, j'en garde encore 2-3 idées. Et comment est-ce qu'un homme ordinaire peut devenir un monstre? Je ne sais pas si ce concept, ce syntagme d'homme ordinaire est si pertinent que ça dans le couple que vous lui faites faire avec le monstre. Le monstre étant quelque chose qu'on montre, évidemment. Vous avez cité Salah Abdeslam et les autres dans leur examen de personnalité lors du procès actuel de cet attentat du 13 novembre, qui était quand même un exercice de rhétorique de la part des accusés pendant toute la première partie du procès où il y a eu la restitution des faits et notamment la description des victimes pour essayer de renverser la charge de la preuve.
l'accusé principal a passé son temps à dire c'est pas nous, c'est Hollande, et si on s'est défendu contre la France parce que les Français bombardaient les femmes et les enfants en Syrie. Donc, en gros, les monstres, c'est où? Cet argument, je pense pas qu'il a eu une très grande force de conviction dans la population musulmane qu'il visait et donc qu'il espérait recruter sous sa bannière pour le futur. Et donc là, la deuxième stratégie dans l'examen de personnalité, ça a été de dire je suis un petit gars de Molenbeek normal, joue au casino, il faisait aussi d'autres trafics, qui n'étaient pas tout à fait ordinaires. Hein. Mais, et puis après, voilà, c'est à cause de la société que je suis devenu un monstre, parce que ce sont les méchants. Donc je ne suis pas sûr que, l'homme ordinaire, en l'occurrence, existe dans l'individu que j'observe, celui-ci ou un autre, à travers mon travail. C'est un individu qui est assez rapidement pris en charge par un certain nombre de réseaux de mise en condition, de formation et d'entraînement idéologique. Et qui vont bien sûr s'appuyer sur un certain nombre de dysfonctionnements sociaux qui peuvent être l'appauvrissement, le sentiment de l'exclusion, du racisme, etc. Mais toute personne qui se sent exclue n'est pas forcément djihadiste, peut devenir un chef d'entreprise éventuellement. Mais il me semble qu'il faut bien prendre en compte la façon dont des êtres, alors qui ont peut-être des failles ou autres, mais je ne veux pas piétiner la dimension du psychisme, car je risquerais de me faire psychanalyser ensuite. Et je laisse Daniel en parler tout à l'heure, mais moi ce qui m'intéresse, c'est quelles que soient les failles psychiques, qui ne sont pas toujours des failles d'ailleurs, mais à mon sens, c'est la façon dont des individus, des atomes individuels vont être organisés. Ils vont décider de passer à l'action. C'est pas tellement l'ordinaire contre le monstre, c'est comment un individu, membre d'une société, prétendant, alors je suivais les valeurs occidentales, je buvais, j'allais au casino, excusez du peu, enfin c'est déjà de l'idéologie. De l'heure occidentale, c'est de la merde, et en fait on retrouve à l'islam qui est la vérité. Bon. Donc ça, à mon avis, ça ne vaut rien comme argumentaire, c'est juste de la blague idéologique. Bon. Mais comment est-ce que donc ces atomes vont être attirés à travers une sorte de construction culturelle particulière et embrigadée d'une certaine façon dans une aventure qui aboutira pour certains d'entre eux à aller tirer à la mitraillette dans les foules de jeunes du Bataclan, de moins jeunes, et pour certains autres à se situer en dissidence culturelle, soit radicale en termes de mode de vie, de mœurs, de manière de s'habiller, d'avoir des rapports sexuels, de se nourrir, etc., sans forcément prendre les armes contre la société, en se retirant de la société, c'est un peu la logique du tabligh ou la logique des mouvements salafistes quiétistes, qui ne sont pas violents, ou bien alors de passer à l'action politique, c'est-à-dire de recruter un certain nombre de ces jeunes dans des mouvements qui vont s'efforcer de faire pression sur le politique pour obtenir la grande mosquée de Mulhouse ou je ne sais quoi, en faisant pression sur les partis politiques présents, en disant voilà, je vous apporte 300 voix, 500 voix, mais je veux ceci, 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 cela, etc. Et donc on a un spectre des possibles qui est assez important, qui est assez large. Alors, pour ce qui est dans ce champ assez vaste,
le djihadisme contemporain, en fait, le terme djihad en arabe signifie effort, dans la langue arabe. Jahada, ça veut dire faire effort, n'importe quoi, plutôt dans un sens moral, ne pas forniquer, ne pas tuer, ne pas... et être meilleur musulman, mais dans sa dimension sociopolitique, ça signifie mener un combat sacré, armé si nécessaire, pour l'expansion de l'islam, ou à tout le moins pour défendre l'islam contre ses ennemis. Et les conquêtes musulmanes, des conquêtes arabes jusqu'à l'Andalousie, idéologiquement est un djihad, si vous voulez. La conquête turque jusqu'à Vienne et l'échec de Vienne sont un djihad. C'est ça, c'est le carburant intellectuel qui va motiver l'action. Le carburant religieux et politique va motiver l'action. Ce terme était tombé assez largement en désuétude avec la modernisation du vocabulaire politique, même si, par exemple, la guerre d'Algérie est présentée comme un djihad auprès des populations imprégnées d'islam parmi les Algériens. Ce n'était pas le cas de tout le monde. Le journal de FLN s'appelait El Moudjahid, c'est-à-dire le combattant du djihad. Mais c'était plutôt un argument de second rang. Les gars étaient plutôt tiers-mondistes, pro-yougoslaves, moscovites, etc. Et ce n'est qu'à partir de la réaction à l'invasion de l'Afghanistan par les troupes soviétiques à Noël 79 que le terme de djihad va retrouver une dimension de premier plan, va passer sur le devant de la scène à l'échelle internationale, et cela avec le soutien des États-Unis qui font du djihad en Afghanistan un combat pour faire tomber l'Union soviétique, et qui s'inscrit en fait dans l'aboutissement de la guerre froide. C'est la superposition d'une action financée par les Saoudiens, les pays du Golfe, et armée et équipée par la CIA pour faire tomber l'URSS. Donc c'est un djihad de fait ambivalent. Il réussit en 89, Kaboul, l'armée rouge part de Kaboul. Quelques mois plus tard, le mur de Berlin tombe parce que l'armée rouge n'est plus qu'un tigre de papier. Pour la faire courte, cette histoire de djihad en Afghanistan n'a pas pu être reproductible comme telle en Algérie, en Égypte, Tchétchénie, Bosnie. Ça n'a pas bien marché. Du micro, voilà. Et donc, on va avoir une deuxième phase djihadiste, après ces échecs dans les années 90 des gens qui venaient d'Afghanistan, qui n'ont pas réussi le djihad en Algérie, par exemple, et qui sera la phase d'Al-Qaïda. L'idée, c'est qu'il faut d'abord s'emparer du monde des médias et des représentations. C'est ça qui est important. Et le grand idéologue d'Al-Qaïda, un Égyptien qui est toujours vivant, qui s'appelle Ayman Azawahiri, explique que la bataille médiatique, ça c'est l'enjeu principal, c'est la bataille des esprits. Il donne pour exemple Khomeini. Khomeini, avec la fatwa contre Salman Rushdie, dont la fécondité se voit toujours aujourd'hui. L'assassinat de Samuel Paty, si vous voulez, c'est un écho lointain de la fatwa contre Salman Rushdie interdisant de caricaturer le prophète. Ça, c'est très important parce que ça va se répandre partout. Ça crée le sentiment de la victimisation. Alors là, je fais ça pour le jardin de Daniel, pour qu'il nous en parle tout à l'heure. Et ça va permettre de mobiliser les individus sur le long terme. Et de fait, Al-Qaïda, opérationnellement, n'est pas très efficace. Bien sûr, le 11 septembre, c'est quelque chose d'extraordinaire en termes de répercussions médiatiques, c'est le spectacle universel, c'est le langage de Hollywood qui passe au journal de 20h, mais Al-Qaïda comme tel n'arrive rien à construire. Ils n'ont pas d'État, ils n'ont pas de structure, ils seront battus en Irak, par exemple, par les chiites et les Américains, paradoxalement alliés contre eux. Et le bilan de cet échec d'Al-Qaïda à être opérationnel, même si Al-Qaïda a conquis les consciences
il n'y aurait pas de Salah Abdeslam s'il n'y avait pas eu le 11 septembre. Mera, par exemple, les frères Mera, alors qui étaient des hommes ordinaires, selon votre conception, c'était deux dealers de shit tout à fait normaux, au quartier des Isards à Toulouse, et quand les petits bourgeois de Toulouse, le 11 septembre, le 12 septembre au matin, sont venus acheter leur barrette de shit, leur stupéfaction, ces braves commerçants qui étaient les deux frères Mera, criaient « Ouais, vive Ben Laden, vive Ben Laden !» Et ils n'ont pas compris, ils ont pensé ça peut-être faire monter ou baisser, je ne sais pas, le prix du gramme, mais c'était, si vous voulez, c'était le dealer saisi par une idéologie qui pouvait le subsumer. Dernier point, après, on a une nouvelle phase djihadiste, qui est celle qui va donner entre autres Daesh, et qui, elle, a bien compris qu'en Europe, on avait une assez forte pénétration de l'idéologie de rupture, notamment salafiste, qui considère que, alors que traditionnellement, dans un pays comme la France, qui est un pays d'intégration, je pense qu'au moins deux d'entre nous, dont je connais le patronyme, c'est-à-dire Daniel Zagouri et Gilles Kepel, ne sont pas véritablement ce qu'on appelle les Français de souche. Bon, ces souches on s'est tenté sur des souches, mais d'une certaine manière, le grand mythe intégrateur, c'était que nos familles s'intégraient aux valeurs de la République, y croyaient, etc. Et que moi, mon père était tchèque d'origine, je ne m'appelle pas, je n'ai pas un prénom tchèque, ni rien. Bon, je ne connais même pas le tchèque, ce qui ne m'empêche pas de m'intéresser beaucoup à la Bohème, mais là, le salafisme et les autres vont être une rupture, c'est-à-dire on va dans les États européens, on refuse complètement la culture et les valeurs, alors avec des nuances, soit on la refuse in petto, soit on la manipule à notre service, comme le font les frères musulmans, genre Grande Mosquée et compagnie, soit on passe à l'attaque, et Daesh et autres, et c'est le 13 novembre. Et donc ça, c'est une véritable rupture qui construit un discours et une action alternative de très grande force, qui s'est produite notamment depuis 2015 avec une cécité complète de l'État et du monde du renseignement. Mais les frères Mera en ont été le signe annonciateur. Le patron du renseignement à l'époque explique que ce sont des loups solitaires. Un concept débile tiré des tueurs américains qui n'a rien à voir. Ils sont allés un peu partout au Moyen-Orient, ils étaient formés par des djihadistes syriens de la banlieue toulousaine, etc. Et donc tout ça n'a pas été compris du tout à ce moment-là. Et puis, on a ensuite cette dernière phase que vous avez, je m'arrêterai là, que vous avez abordée, et d'une certaine manière, là, on retrouve l'homme ordinaire davantage, que j'ai appelé le djihadisme d'atmosphère. Daesh a été détruite comme organisation par les bombardements, notamment sur le territoire du califat, les procès, etc. Et l'année dernière, on a eu quelque chose de tout à fait différent, qui est passé en grande partie par le web, qui fait partie de la réalité, parce que cet homme ordinaire ou ce monstre, ils ont aujourd'hui, surtout dans la diffraction de leur personnalité, donc ça j'ai comme une flèche pour Daniel tout à l'heure, l'accès à la fois à un univers actuel, si j'ose dire, et de l'autre côté un univers virtuel. Je préfère l'actuel et le virtuel plutôt que le réel et le virtuel, parce que le réel est constitué du virtuel et de l'actuel, si vous voulez, dans un mélange complètement nouveau. Et le monde du virtuel est un terrain de chasse absolument extraordinaire pour l'idéologie djihadiste, puisque c'est un terrain qui est totalement désinhibé, et le modèle, la cache machine du virtuel, qui est la pornographie, si vous voulez, a fourni quelque chose d'extraordinaire pour l'émonstration de cette décapitation de Daesh et autres, avec la curiosité. Enfin, ça a créé complètement un bouleversement des valeurs. Alors, qu'est-ce qui se fait? Par exemple, et je termine d'une phrase, j'ai fini, quand Samuel Paty montre ses caricatures pour faire comprendre les élèves,
Donc il y a toute une campagne contre lui menée par des entrepreneurs de colère sur le virtuel, qui ne sont pas des djihadistes, qui le ciblent et qui disent voilà, c'est pas bien, il faut l'exclure, c'est un salaud. Ça. Et ensuite, avec d'autres individus, alors Anzorov, le Tchétchène qu'il a décapité, n'est pas si ordinaire que ça, évidemment. Il avait déjà été socialisé abondamment. La famille, c'était des djihadistes tchétchènes que nous avions accueillis avec bienveillance, parce que comme c'était des ennemis de Poutine, on les avait accueillis ici. Et donc, il sait faire les choses. Il n'a pas de lien organisationnel avec les gars qui ont attaqué qui sont allés sur le web, et il s'empare de son couteau, il les cherche, il va faire l'égorgement. Donc, c'est un peu le système, très rapidement expliqué, dans lequel nous sommes aujourd'hui. En même temps, il présente, et on y reviendra tout à l'heure, j'en dis qu'un mot, pour les choses d'avenir, il présente aussi des faiblesses. Il est très effrayant parce qu'on se dit comment est-ce qu'on va le contrer? Il n'y a pas d'organisation. Daesh a été détruite par les bombardements, ou par le ciblage, Al-Qaïda, etc. aussi. Là, il n'y a pas d'organisation, il y a du web, il y a des individus qui sortent de n'importe où, qui sont apparemment ordinaires, et qui... Mais je laisse pour le suspense la deuxième partie, et pour laisser la parole à mes collègues surtout, la possibilité de la réaction. Voilà, je vous remercie, M. Keppel. Donc, merci pour ces précisions. Je crois qu'on reviendra sur la notion d'homme ordinaire. Je pense que c'est le... Alors, la notion n'émane pas la question n'a pas été posée par l'organisateur de ce colloque. Hein. Elle vient pas ex nihilo. Hein. C'est le sous-titre même du dernier ouvrage de M. Zaguri. Donc, il nous donnera effectivement quelques précisions sur cette notion. Monsieur Keppel est psychanalyste, professeur. Comme beaucoup de choses qu'il n'a pas réussi à faire, je ne l'ai pas. Je rembobine. Donc, Monsieur Gory est psychanalyste, professeur émérite de psychologie, donc clinique à l'université d'Aix-Marseille, et sa biographie compte également une trentaine d'ouvrages, est également impressionnante. Il vient de publier « Et si l'effondrement avait eu lieu, l'étrange défaite de nos croyances », mais c'est votre livre, sur... votre livre « La fabrique du terrorisme » qui nous intéresse tout particulièrement ce soir. Il vient d'être publié en poche, je le cherche. Eh bien, je le trouverai plus tard. Donc, il vient d'être publié en poche et vous parlez effectivement vous y parlez d'un monde sans esprit. Et ce qui nous intéresse ici, me semble-t-il, c'est la perméabilité de ce monde sans esprit qui est le nôtre. Hein, et le djihadisme terroriste serait presque le revers de ce monde-là. Je veux dire, il répondrait à un autre fascisme, celui du marché. Donc, vous parlez parler effectivement de la religion de marché. Donc, et effectivement, il y aurait dans le djihadisme une réponse du moins serait également une conséquence de cette évolution du néolibéralisme ou du libéralisme vers le néolibéralisme. Donc, est-ce que vous pouvez effectivement nous donner quelques précisions sur cette question? Oui, merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Un grand merci à la librairie de cette invitation d'organisation de ces journées. Et je me réjouis de la possibilité d'échanger avec mes collègues. Alors, effectivement, je ne répondrai pas à votre question, à savoir comment des hommes ordinaires deviennent des monstres, parce que je suis, comme Gilles Keppel, très embarrassé par la formulation de ces notions. Alors, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait, si vous voulez, qu'aujourd'hui nous nous posons cette question? Et je commencerai en citant un historien que j'aime beaucoup, Marc Bloch. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans mon dernier livre, je fais allusion à l'étrange défaite de nos croyances, l'étrange défaite étant un ouvrage de Marc Bloch. Marc Bloch se plaisait à dire que les hommes ressemblaient davantage à leur époque qu'à leur père. Et j'ai le sentiment que les terroristes
quels qu'ils soient, ressemblent davantage à leur époque, pour aller vite, qu'à l'idéologie politico-morale dont ils se prévalent. Alors, pour faire vite et pour faire simple, si vous voulez, il me semble que l'islamisme, le mot, me semble-t-il, a été notamment prononcé par Voltaire au XVIIIe siècle, dans le Discours des Lumières, et par rapport à un monde alternatif qui contestait justement cette rationalité occidentale. Et il me semble que, si vous voulez, à plusieurs reprises dans l'histoire, je n'irai pas trop sur ce terrain, mais qu'à plusieurs reprises dans l'histoire, effectivement, les islamismes, pour parler comme Anne-Clémentine Larocque, avec laquelle on va faire beaucoup, les islamismes peuvent constituer un autre langage alternatif, en quelque sorte, à notre monde, notamment de rationalité, d'émancipation, etc., enfin, de nos valeurs pour aller vite, surtout lorsqu'ils sont en crise. Mais il n'y a pas que les islamismes, il faut être très sérieux, c'est-à-dire qu'à la fin du XIXe siècle, l'émergence de ce qu'on appelle le fascisme à la française, pour parler comme Gilles Sternel, ça constitue aussi l'émergence d'un mouvement alternatif contestant la crise de la démocratie libérale, que l'on va retrouver avec, bien sûr, les idéologies totalitaires entre les deux guerres. Si vous voulez, c'est à un moment donné de crise, que l'on voit émerger un certain nombre de mouvements qui peuvent instrumentaliser à peu près toutes les valeurs, il s'agit des valeurs de type religieux. Alors, je n'ai pas le temps de citer le pape, mais le pape François, là-dessus, était très clair. Il a dit l'islam n'est pas le terrorisme. Le premier des terrorismes fondamentaux, dit-il, c'est de placer l'argent au centre de tout. Donc voilà, lorsqu'il revient de la journée mondiale de la jeunesse en 2018, voilà ce qu'il déclare. Bon, alors ça n'excuse en rien, bien évidemment, les meurtres abominables, ça n'excuse en rien, bien évidemment, les islamistes. C'est pas le problème. En gros, ça apparaît à un moment de crise. Comme de toute façon, n'est-ce pas, le nazisme et le fascisme apparaissent à un moment de crise. On peut reprendre les observations sur l'Allemagne de Simone Veil, 1933-1934. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit il y a une crise politique majeure. Toute situation dans l'existence, tout le quotidien de l'existence convoque une solution politique, et cette solution politique est en panne, et ce qui émerge, effectivement, à ce moment-là, c'est des mouvements totalitaires. Donc je me suis un peu, je dirais, appuyé sur cette analyse-là, et vous êtes déjà on est quand même dans un événement organisé par les librairies, donc on ne voudrait pas de vous proposer plusieurs citations, ce qui me permettra d'aller plus vite. Et puis j'ai aussi un peu le rêve, comme un de mes maîtres en pensée, Walter Benjamin, un jour d'écrire un ouvrage constitué uniquement de citations. Ma part sera à ce moment-là le montage, le message sera dans le montage. Alors Marx écrit par exemple, pour bien situer mon point d'attaque, il écrit sur la religion, vous connaissez tous, 1834, la misère religieuse est d'une part l'expression de la misère réelle et d'autre part la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit. C'est l'opium du peuple. Bien sûr que le monde a retenu c'est l'opium du peuple, c'est qui est le moins intéressant, puisque chez Marx, justement, comme chez Gramsci, comme chez Rosalie Luxembourg, comme chez Ernest Bloch, la religion a ce double caractère d'être à la fois un mouvement de révolte et en même temps un mouvement d'aliénation. C'est un monde qui porte à l'illusion, il y a une espèce de rémanence de l'illusion, et qui fait, si vous voulez, que à partir de ce moment-là, ça peut être instrumentalisé. Alors, à quel moment c'est instrumentalisé? Je vais vite et en vrac. C'est instrumentalisé au moment où on est face à une crise. Vous souhaitez la phrase de Gramsci, qu'est-ce que c'est que la crise? C'est lorsque le vieux monde tarde à mourir et que le nouveau monde tarde à naître. Dans ce clair-obscur naissent les monstres. Alors, les monstres, bien sûr, ça va être les islamistes, mais les monstres, ça va être aussi, bien sûr, les différentes formes de fascisme, les différents mouvements qui vont instrumentaliser, par
exemple les valeurs comme la nation. Vous connaissez la phrase de Camus en 1955, magnifique conférence à Athènes sur l'avenir de la tragédie, lorsqu'il dit je ne suis pas nationaliste parce que j'aime trop la nation. On peut dire que peut-être justement les islamistes n'aiment pas suffisamment l'islam, n'aiment pas suffisamment la religion. Alors on reviendra si vous voulez sur ce point, mais quel est notre part, quel est l'écosystème dont naissent ces mouvements fascistes, ces mouvements, bon je les appelle théo-fascistes, c'est un peu peut-être rapide, mais ces mouvements, si vous voulez, terroristes, ces mouvements de contestation radicale. Alors effectivement, Francis Truffaut, vous avez raison, je m'appuie aussi sur d'autres auteurs comme Scott Bertrand, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, le langage alternatif qui est proposé répond à la demande d'un monde d'emploi de l'existence lorsque ce que nous proposons comme mode d'emploi de l'existence est en crise, est en panne. Et si vous voulez, alors Michel Foucault l'a très bien analysé à propos de la révolution iranienne, la révolution chiite, en 1978-1979, on n'a rien compris quand on a pensé que Michel Foucault faisait l'apologie du communisme, c'est pas du tout le problème. Ce que montrait Michel Foucault, c'est qu'il y avait véritablement une tentative de révolution symbolique, même si elle est contre-révolutionnaire. C'est une tentative de proposer d'autres valeurs, d'autres manières de penser le monde, d'autres manières d'agir, au moment où, pourrait-on dire, les rationalités qui sont, à un moment donné, qui tiennent, pourrait-on dire, les individus, qui tiennent les peuples, sont en crise. Alors, c'est ce point qui me paraît, si vous voulez, important, et je voudrais, pour essayer de condenser mon propos, parce que nous avons peu de temps, vous donner aussi une citation, je vous avais averti, je vous en aurai quelques-unes, de Boualem Samson, « Gouverner au nom d'Allah ». J'aime beaucoup cet écrivain algérien, et je pense qu'il nous donne quelque part, si vous voulez, il nous donne quelque part le code. Par son côté systématique et révolutionnaire, par le recours aux enseignements les plus radicaux de l'islam, par sa dénonciation de l'Occident et de ses valeurs, par ses conceptions libérales de l'économie et son conservatisme social, par ses promesses édéniques et son incessante exaltation du sacrifice du martyr, l'islamisme avait de quoi séduire toutes les couches sociales, les pauvres et les riches, les intellectuels et les ignorants, les libéraux et les conservateurs, les bourgeois et les révolutionnaires. Je vous demande de bien vouloir accepter que je vous lise une autre citation d'Hannah Arendt qu'on peut mettre en contrepoint et qui m'évitera d'avoir à définir le théofascisme. Alors cette citation, je vais vous la donner. Hannah Arendt, elle écrit à propos des terrorismes fascistes: ce qui était si séduisant, c'est que le terrorisme était devenu une sorte de philosophie exprimant la frustration, le ressentiment et la haine aveugle, une sorte d'expressionnisme politique qui avait les bons pour langage, qui observait avec délice la publicité donnée à ses actions d'éclat et qui était prêt à payer de sa vie pour faire reconnaître son existence par la société normale. Donc, vous voyez, voilà ce qui me conduit, pour faire vite ou pour faire simple, ce qui me conduit à considérer que, à plusieurs reprises dans l'histoire, bien évidemment, il y a eu l'émergence d'idéologies politico-religieuses qui ont pu, Gilles Kepel l'a par exemple évoqué à propos de la guerre d'Algérie, à propos d'un certain nombre de guerres de décolonisation, venir de manière alternative, par exemple, par rapport aux mouvements nationalistes, aux mouvements progressistes, aux mouvements libéraux. Donc là encore, c'est lorsque les idéologies, on va dire, progressistes ou nationalistes, dont se prévalaient des mouvements révolutionnaires, se sont aussi trouvés en panne, que, alternativement, on a vu se développer, si vous voulez, cette revendication idéologique qui passe, encore une fois, par les islamistes. Je crois que c'est ce point-là simplement que je voulais évoquer. J'ai encore 1 minute, 2 minutes ou pas? Je peux... Non, mais je peux arrêter. Il y a... Non, ne prenez peut-être pas autant de temps que M. Kepel, mais vous avez encore 2-3 minutes. D'accord. Donc, si vous voulez, c'est ce point-là qui est un peu le mien. C'est-à-dire, en gros, de quelle niche écologique, culturelle,
culturelle émergent, alors toutes ces monstruosités, puisqu'on a voulu parler de ces monstruosités terroristes. Et pour moi, alors je ne dirais pas que la religion du marché est un concept merveilleux, développé par deux auteurs que j'adore beaucoup, bien sûr, c'est Pasolini et Walter Benjamin, le philosophe Walter Benjamin. La notion de religion du marché me paraît extrêmement importante. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est un fascisme. Je crois que c'est une forme de totalitarisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se soustraire à une façon de définir la valeur comme, pourrait-on dire, une forme où la qualité devient une propriété émergente de la quantité. Bon, pour aller vite et pour faire simple, ça veut dire la tarification à l'activité à l'hôpital, que je connais bien, ça veut dire les impact factors à l'université, que je connais bien, ça veut dire, si vous voulez, la logique d'Onimat dans le monde du journalisme et de l'information, etc. Et en gros, nous sommes gouvernés par des chiffres. Donc nous sommes dans ce que j'appelle un rationalisme économique morbide. Nous sommes un rationalisme économique morbide qui aujourd'hui est en crise. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons émerger, n'est-ce pas, des formes de libéralisme autoritaire, pour faire vite et pour faire simple. Donc c'est dans cette période de crise qu'effectivement le pire peut advenir en tant que monde alternatif, en tant que langage alternatif, en tant que culture alternative. Et donc la question c'est, bien sûr qu'il faut se protéger, bien sûr qu'il faut se défendre, y compris d'un point de vue physique, militaire, tout ce qu'on veut, mais il faut prendre les choses à la racine. Le radicalisme, il y a le mot racine dedans. Et comme disait Marx, prendre les choses à la racine c'est l'homme. C'est-à-dire, effectivement, quelles sont nos manières de vivre qui favorisent ce type de crise, d'où émergent toute forme de mouvements violents et terroristes. Pour moi, c'est ça. Alors après, bien sûr, on peut psychologiser, après on peut sociologiser, après on peut etc., tout ce que vous voulez. Comme pour moi, dans ma pratique, étant, je dirais, ma formation épistémologique, tout événement est forcément surdéterminé par des facteurs favorisants qui, à un moment donné, rencontrent quelque chose qui permette une précipitation et la coagulation dans un événement. On pourra toujours trouver des raisons. Pour moi, ce qui importe, c'est pas ça. Pour moi, ce qui importe, c'est, si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier notre écosystème qui produit un certain nombre d'effondrements, un certain nombre de crises qui, de mon point de vue, sont des crises anthropologiques. On n'est pas là pour ça, mais on aurait pu prendre, puisque vous avez bien voulu citer mon dernier ouvrage, on aurait pu prendre la crise écologique également, ou la crise financière, la crise politique. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des crises anthropologiques. C'est une certaine manière, si vous voulez, d'être en rapport avec le monde, avec le vivant, avec soi-même et avec les autres. Donc, on en parlera tout à l'heure, mais si on doit chercher des solutions, elles ne sauraient être uniquement, si vous voulez, répressives, uniquement militaires, même si elles peuvent être, encore une fois, nécessaires pour survivre. Il faut aussi qu'elles prennent en compte l'état de dénutrition culturelle et intellectuelle qui est le nôtre et qui permet effectivement, au moment où il y a une dislocation, alors, dans des régions du monde, pour certains peuples Moyen-Orient, une dislocation que j'appellerais ontologique ou existentielle dans les cultures occidentales. Et à ce moment-là, eh bien, l'instrumentalisation de l'idéologie religieuse peut valoir comme une espèce de prothèse pour l'individu, une espèce de contention qui lui permet de retrouver un sens et une cohérence à ces événements, c'est-à-dire en mode d'emploi. C'est une des raisons pour laquelle, justement, les islamistes disent l'islam, c'est pas le problème, c'est la solution. La solution à quoi? La solution au chaos que l'on peut ressentir, soit chaos géopolitique dans certaines parties du Moyen-Orient, soit un chaos que j'appellerais de panne du politique, du panne de la culture dans les régions qui sont les nôtres. Bien, merci M. Bory. Donc nous avons deux temps déjà avec M. Keppel. Nous avons posé un Occident caisse de résonance en quelque sorte, une renaissance et de la vigueur de l'islam politique. J'essaie de résumer, et je ne sais pas si c'est très juste, mais
vous semblez sceptique, mais je vais peut-être pas vous repasser le micro tout de suite. Et monsieur Gory, on a effectivement un monde qui est en voie de déshumanisation, auquel répondrait effectivement une recherche du religieux, et qui serait effectivement tout à fait favorable à la vigueur de cet islamisme. J'ai enfin l'espoir, parce que vous m'avez clairement dit que vous ne suiviez pas la question, mais j'ai enfin l'espoir que nous ayons une réponse. Alors il est un peu tard, hein, donc il vous reste 7 minutes. Non. Mais on disait que nous allions dépasser quelque peu, hein, je veux dire. Donc, voilà, non. Alors je me permets de reprendre la question, je l'ai revue. Hop, voilà. Pourquoi les crimes les plus épouvantables sont-ils si souvent commis par les hommes les plus ordinaires? Ah, on y est là. Je pense qu'on ne va pas passer à côté cette fois-ci. Monsieur... On verra. Je me permets, on a quand même la barbarie des hommes ordinaires en titre et ces criminels qui pourraient être nous. On est dans le sujet posé, j'en suis absolument ravi. Donc, monsieur Zaguri, vous êtes psychiatre des hôpitaux français, spécialiste de psychopathologie et de psychiatrie illégale. Et surtout, votre expérience de la criminalité a nourri la rédaction de plusieurs ouvrages, dont effectivement, en 2018, la barbarie des hommes ordinaires. Donc, voilà. Alors, je reprends cette question parce qu'enfin, comme nous y sommes, hein, je vais aller dans la facilité. Hein, j'aurais souhaité que vous nous en disiez, mais vous allez nous en dire davantage, que vous parliez de cette banalité du mal. Vous disiez qu'effectivement, lorsque vous reprenez ce terme de banalité du mal, vous dites toute votre admiration pour la géniale inspiration, dites-vous, d'Hannah Arendt, qui certes, du point de vue historique, présentait parfois des éléments contestables, mais il y a cette géniale, dites-vous, cette compréhension, hein, cette idée géniale, et voilà, et vous la reprenez, et j'aimerais effectivement à partir de là que vous nous donniez votre analyse de cette situation, et qu'on réponde peut-être aussi à cette question qui est la vôtre. Je vous passe le micro. Oui, alors, les hommes ordinaires n'existent pas plus que les monstres. Alors ça tombe mal, puisqu'on fait notre discussion là-dessus. L'homme ordinaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire un homme qui n'est ni un grand malade mental, grand délirant, ni un grand psychopathe, ni un grand pervers, mais quelqu'un qui rentre dans une gamme assez diversifiée de personnalités. Oui, dans une gamme assez diversifiée de personnalités. Quant aux monstres, moi, comme psychiatre, j'ai jamais examiné le sujet avec une queue bifide ou je ne sais pourquoi. Je ne démonte pas des boulons, j'écoute des êtres humains. Donc ni l'un ni l'autre n'existe. Mais peut-être que pour éclairer le débat, il n'y a pas mieux que de citer cette phrase de Primo Levi qu'on a tous à l'esprit. Hein. Les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux. Ceux qui sont les plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires, prêts à croire et à obéir sans discuter. Alors, encore une fois, les monstres, c'est les grands malades, les psychopathes amoureux qui pourraient écraser n'importe qui sur leur chemin, ou grands pervers. C'est-à-dire que les sujets pour lesquels on peut dire qu'il y a une continuité entre leur action criminelle et leur personnalité sont en définitive assez peu nombreux. Et d'une manière générale, rarissimes sont ceux qui commettent le mal au nom du mal. Hein. Si dans ma vie de 30 ans d'expertise, j'ai rencontré 3 ou 4 fois des satanistes, des pervers ou des délirants qui justifiaient les horreurs qu'ils avaient commises par le mal, j'ai rencontré beaucoup plus souvent des sujets qui le justifiaient par le bien, par le pur, par le bon, par le juste. Et l'exemple que vous avez donné tout à l'heure en est une illustration parfaite. Alors c'est ce que j'appelle cette question des hommes ordinaires qui se comportent comme des monstres, étant bien entendu que le monstre c'est une
c'est un fantasme, hein. J'appelle ça Monsieur Tout le Monstre. Monsieur Tout le Monstre, voilà. Donc, ce n'est pas un principe qui détermine que nous serions différents les uns des autres et que les uns seraient capables de commettre de tels actes tandis que d'autres ne le seraient pas. Et dans mon livre en particulier, j'ai beaucoup développé l'idée que la différence, elle n'est pas tant structurelle que processuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, les individus, il n'y a pas ceux qui sont voués au crime et ceux qui ne le sont pas, mais que quand vous prenez dans une gamme assez diversifiée des sujets qu'on va qualifier d'ordinaire, et que vous les suivez d'étape en étape, de modification psychique en modification psychique, vous vous apercevez qu'à ce moment-là, peut-être à un moment donné, ils sont au bord du passage à l'acte. Il y a quelque chose, moi, qui m'avait intéressé, et qui était ce que j'ai appelé le devenir monstre. Parce que ça, on le retrouve chez les sujets radicalisés. Le devenir monstre que j'ai vu chez certains criminels, c'est-à-dire cet effort qu'ils vont faire pour se déshumaniser, pour abandonner tout sentiment, pour se blinder, pour avoir une carapace. Je me souviens d'un sujet que j'avais publié, dont j'avais publié le cas, et qui allait à l'église et crachait sur le crucifix pour ne plus être atteint par la moindre idée religieuse, ou qui avait, il adorait son chat, il l'avait tué, il avait pris ses entrailles, il les avait mis dans une ampoule, et de temps en temps, quand il se sentait menacé par le bien, comme il disait, il humait les entrailles. Donc, on observe comme ça, chez certains sujets, un travail de déshumanisation. Et là, on rejoint les vidéos de décapitation. Parce que moi, à chaque fois que j'ai examiné un sujet radicalisé, je lui ai posé la même question, les vidéos de décapitation. Et tous, pratiquement, font la même réponse. Au début, quand je voyais ça, je vomissais. J'avais des réactions, je ne le supportais pas, je faisais des cauchemars. Et petit à petit, ils vont se renforcer, et ce qui nous paraît à nous comme une déshumanisation, au fond, pour eux, c'était un parcours vers quelque chose qui les amenait au-delà, au-dessus de la condition humaine. Hein. Comme s'ils devenaient, c'est ce que Fethi Benslama appelle les surmusulmans, hein, des Übermensch, des surhommes, qui n'éprouvent pas ce que la plupart d'entre nous, dans leur faiblesse humaine, éprouvent dans ce type de situation. Donc ça les rend plus forts à leurs yeux, plus virils, plus déterminés, et plus, au fond, c'est la preuve de leur soumission à la cause divine. Alors, évidemment, cette image du monstre, encore une fois, qui n'existe pas, mais qui est un fantasme, est extrêmement importante. Et c'est un réflexe. Moi, je me souviens en procès de Guy Georges, l'avocat général, qui interpelle Guy Georges en lui disant « Guy Georges, vous êtes un monstre ». Bon, je crois que c'est une erreur, évidemment. Et de même qu'au procès d'Eichmann, le procureur aussi a qualifié Eichmann de monstre. Beaucoup plus intéressante était effectivement l'analyse d'Hannah Arendt. Et donc, cette question lancinante que vous avez posée tout à l'heure, c'est de savoir, et les uns ou les autres, on se pose la question, est-ce que je serais capable de faire une chose pareille? Est-ce que moi aussi, je pourrais, etc., etc. Alors, et c'est effectivement cet aller-retour entre c'est un monstre, c'est-à-dire il est différent de moi, c'est un autre, et au fond, ce type me ressemble un petit peu, c'est cet aller-retour permanent qui fait notre fascination face au crime. Alors, les génocidaires, il se trouve que j'ai rencontré quelques génocidaires, mais bon, des génocidaires rwandais, hein, et je me suis interrogé sur cette question, j'en parle dans mon livre, je reprends un certain nombre de textes sur les dignitaires nazis. Si je vous dis, est-ce que vous seriez capable de commettre des choses pareilles? Vous serez indigné, évidemment, et vous aurez probablement raison. Mais c'est pas comme ça qu'il faut poser la question.
faut se demander, est-ce que vous pourriez, dans certaines conditions géopolitiques, être petit à petit, d'étape en étape, être transformé. Essayez d'imaginer que vous n'êtes plus quelqu'un qui sort du rang pour être un transgresseur, mais que vous obéissez à vos chefs politiques. Essayez d'imaginer que l'interdit de tuer, tu ne tueras point, se transforme au contraire en injonction à tuer, et en injonction à tuer dans une visée du bien. Essayez d'imaginer qu'une communauté, qui est une communauté dangereuse pour votre famille, pour vos enfants, parce que tous les génocides sont des légitimes défenses anticipées. Hein. Les discours d'Hitler, c'est les Juifs qui allaient détruire l'Allemagne. Hein. Le fameux discours de Milosevic, c'est la même chose. Vous avez toujours, et puis quand la radio d'Émile Colline déversait exactement la même chose. Vous pourrez multiplier les exemples. Essayez d'imaginer que votre communauté, votre famille, tout ce que vous avez de plus cher, est menacé par un groupe cible. Essayez d'imaginer que vous êtes dans un certain climat politique dans lequel le mal partagé devient un bien collectif, que petit à petit se produit en vous un clivage fonctionnel, c'est-à-dire que pour que vous vous attaquiez à une vieille dame, il ne faut pas qu'elle soit associée, connectée à l'image de votre grand-mère, de votre mère. Je donne cet exemple pas au hasard, hein, c'est l'image qui a été donnée par un génocidaire rwandais. Donc, il se produit une désempathie pour le groupe cible, il n'y a pas de culpabilité. Pourquoi se sentir coupable d'avoir fait disparaître un groupe menaçant qui nuit à l'équilibre du monde, hein. Donc, il n'y a jamais de honte, il n'y a jamais de culpabilité chez les génocidaires. Jamais, jamais. Et c'est terrible, parce que eux meurent, si je puis dire, tranquillement dans leur lit, tandis que les victimes, elles, sont rongées par la culpabilité. Donc, il n'y a pas de culpabilité, mais il y a la honte d'avoir perdu la guerre. Alors, bien entendu, j'évoque des hommes relativement ordinaires, mais qui peut le plus, peut le moins. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Christian Ingrao sur la brigade d'Irlande-Guerre. Hein, c'est-à-dire c'est une brigade qui était composée uniquement de repris de justice, enfin de gens qui avaient comme ça, de psychopathes, et commandés par un psychopathe. Qui peut le plus, peut le moins. Hein, donc bien entendu, eux, ils se sont, si je puis dire, manifestés par un excès dans l'exaction. Hein, donc, bien entendu, que des sujets très pervers, très psychopathes peuvent commettre des... Mais ça n'est pas nécessaire. Voilà. Alors, j'en viens à mon voisin de gauche pour évoquer avec lui les radicalisés. Alors, comme moi, vous avez vu qu'à chaque fois qu'il y a une affaire, un attentat, donc on interroge les voisins, mais il aidait les vieilles dames à traverser la rue, il était sympa, on interroge son éducateur qui dit « mais bon, des comme lui, j'en ai vu 10 000, j'aurais jamais pu penser, son instituteur, etc., etc. » Et je ne parle pas de son cousin ou de sa cousine. Bon, donc tout le monde tombe de l'armoire. Et l'un des profils, il n'y a pas de profil. Il n'y a pas de profil de terroriste, mais il y a des processus qu'on repère chez la plupart d'entre eux. Et donc, très souvent, il y a eu une vie d'avant. Et puis, il y a eu une période de déstabilisation, de délinquance, et puis il y a un travail de radicalisation, et puis, et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, c'est ce que j'appelle l'eureka terroriste, c'est-à-dire, alors, il peut y avoir une hétéro-radicalisation, si je puis dire, c'est-à-dire que ça va se faire sous l'égide d'un guide, d'un mentor, d'un grand frère, d'un recruteur, d'un coach de l'horreur, ou une auto-radicalisation. Et d'ailleurs, nous sommes dans une phase très particulière actuellement, avec la fin de Daesh, où de plus en plus de sujets très déséquilibrés, très malades, se saisissent
se saisissent de ce modèle d'inconduite pour agir. Et où effectivement, alors c'est peut-être pas des loups solitaires, je vois que vous détestez cette formule, mais quand même, ils font ça tout seuls dans leur coin, avec un certain air du temps, et si je puis dire, en habillant d'une cause juste leur dépression, leur délire, leur psychose, tout ce que vous voulez sur le plan clinique. Et moi, en définitive, le modèle que je vois sur le plan, évidemment, qui n'est pas celui de mon voisin, qui est le modèle géopolitique, moi je le vois à partir des gens que j'ai examinés. Au fond, le modèle qui me paraît le plus valide est un modèle extrêmement large. C'est-à-dire que le recrutement, il est polymorphe, hein, c'est-à-dire qu'il y a des personnalités extrêmement diversifiées. Et puis à un moment donné, il y a une voie finale commune où tous se ressemblent. Tous sont entrés dans un système de pensée totalitaire avec les mêmes valeurs, les mêmes mots et même le même humour. Enfin, l'humour, c'est pas ce qui les caractérise le plus, mais je ne sais pas si vous la connaissez celle-là. Peut-être que l'homme descend, peut-être que toi tu descends du singe, mais pas moi. Hein. Vous la connaissez celle-là? Bon, je l'ai entendu un certain nombre de fois. Donc, et à chaque fois qu'on a cru tenir donc une voie finale commune, et ensuite, alors ça c'est l'espoir de la déradicalisation, si je puis dire, c'est le retour à la case départ, c'est-à-dire le retour à la misère commune, comme disait Freud, et où chacun va retrouver ses propres racines qu'il avait fui dans cette inclusion dans un système totalitaire. Donc, et alors, ce qui est assez amusant, enfin amusant c'est peut-être pas le mot, mais c'est qu'à chaque fois qu'on croit tenir quelque chose de fiable, on s'aperçoit qu'il y a des contre-exemples. Hein. Par exemple, on a pensé que les circuits longs étaient nécessaires, qu'il fallait un certain temps pour que tous ces processus puissent s'enchaîner. Et en fait, il y a des maturations très courtes, hein, très courtes. Donc, ce qui est frappant, une fois qu'ils sont dans le système totalitaire, c'est que les réponses, quel que soit leur niveau intellectuel, hein, c'est que les réponses, on les connaît d'avance. On sait tout d'avance. C'est comme des perroquets, c'est comme des clones. Hein. Je faisais la remarque à l'un d'entre eux, particulièrement intelligent, et il me disait, ça m'est égal, je suis un clone de Dieu. Donc, tous font exactement les mêmes réponses, ils ont les mêmes références, avec une posture de supériorité. Hein. Ils ont fait don de leur personne à Dieu, à l'islam. Hein. Et donc, ils sont méprisants à l'égard de leurs parents qui ne sont pas suffisamment religieux. Donc, imbus de leur personne. Comment dire, ils ont les mêmes alibis, évidemment. Vous avez dit tout à l'heure à quel point c'était pas convaincant. Ben oui, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de Hollande. Hein. Donc, c'est-à-dire que tous légitiment leur action par l'engagement militaire de la France, tous, hein, et tous disent à quel point ils ont été bouleversés par le sort des populations en Irak et en Syrie. Tous donnent une version, si je puis dire, j'ose pas dire moderne, de civis pacem parabellum, hein, c'est-à-dire qu'on ne fait que répondre si je puis dire, à l'initiative guerrière. Tous ont une lecture absolument littérale du Coran. Alors c'est très intéressant parce que vous demandez c'est quoi le paradis? Alors le paradis, il y a des rivières, il y a des buissons, il y a des fruits comme il n'en existe pas ailleurs. Bon alors, je ne vous cache pas que le paradis des hommes et le paradis des femmes, c'est pas le même. Mais le paradis des femmes n'est pas peuplé d'hommes musclés, non pas du tout. Il n'y a pas de symétrie. Donc si vous voulez, ce ne sont pas des images, ce ne sont pas des symboles, c'est une lecture totalement littérale hein, d'un Coran qui probablement, mais ça mon voisin est plus savant que moi, d'un Coran qui n'est pas le Coran. Donc, et tous disent
dise, mais je ne suis pas islamiste, je suis un croyant dans l'islam. Il n'y a pas d'islamisme, il n'y a que l'islam. Voilà, je suis un croyant ordinaire. Voilà, voilà ce que je vous dis d'une façon un peu rapide pour engager la discussion, mais les hommes ordinaires, ça existe. Hein. Et puis les monstres, ça existe dans nos projections. Voilà. Et monsieur et madame tout le monstre, monsieur et madame tout le monstre, oui. Nous le sommes en quelque sorte. Je les ai rencontrés. Non, monsieur et madame tout le monstre, ça me fait penser au couple Fourniret, Monique Olivier, mais ça c'est un autre problème. D'accord. Monsieur et madame tout le monstre se sont mariés après le procès d'Evry, etc. Ça marche. Mais c'est des couples qui durent. Oui. Mais nous qui sommes plus ou moins ordinaires, qu'est-ce qui fait que nous ne basculerons probablement pas dans cet envoûtement ou je sais comment sujet magnifique. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que les uns sont des justes, sans aller jusqu'au juste, que certains résistent et d'autres pas. Moi j'aime beaucoup la formule de François Sironi des hommes systèmes. Il y a des hommes qui se confondent avec les systèmes, il y a des hommes qui se confondent avec les ambiances, qui sont obéissants, ont rejoint les fonctionnaires de Primo Levi. Et puis, moi j'ai envie de dire que pour résister à de telles ambiances, il faut être suffisamment rebelle. Non pas qu'on fasse l'éloge de la rébellion, mais suffisamment rebelle dans le sens d'avoir des valeurs qu'on est prêt à défendre au-delà de tout. Et que ça n'a rien à voir avec le niveau intellectuel, ça n'a rien à voir avec le niveau de culture. L'Allemagne était un pays de très haut niveau de culture. Ça a à voir avec une capacité de penser, une capacité d'autonomie de pensée, de singularité de la pensée, de défense de la pensée. Et justement, c'est en ça, vous parliez d'Hannah Arendt tout à l'heure, qu'elle est géniale. Le mal, c'est le vide de la pensée. Bien, je vous remercie. Est-ce que, rapidement avant de passer le micro, je veux dire, est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes, une ou deux par personne, peut-être pas développées, mais comment peut-on lutter contre l'emprise d'un totalitarisme, que faire? Quelle réponse apporter à ce défi? Écoutez, je viens d'apporter un début de réponse, c'est de former des hommes libres et une pédagogie de la liberté, c'est-à-dire que les pédagogues fassent un enseignement qui permet la critique de ceux qui font cet enseignement. Voilà. Au fond d'une culture de la rébellion, mais de la rébellion, je ne dis pas qu'il faut être gilet jaune pour... non. Voilà. Voilà, je vous remercie. Monsieur Kippen. Oui. Non, simplement peut-être pour réagir par rapport à ce qui a été dit, quand Daniel Zaguri fait allusion justement, on va dire, à l'automatisme, à la manière de s'identifier à un appareil, aux hommes systèmes, pour citer Sironi, moi je trouve que c'est très important parce qu'il y a tout le travail d'Harald Welzer sur les tueurs de masse, sur les génocidaires, qui montre justement qu'à partir de quand est-ce qu'on peut détruire l'autre dont j'ai besoin pour me reconnaître moi-même humain, c'est à partir du moment où on lui dénie son humanité. C'est à partir du moment, et alors c'est tout le problème effectivement de certaines idéologies, et en particulier des idéologies islamistes, c'est-à-dire c'est comme s'ils étaient atteints de ce qu'on appelle en psychiatrie un syndrome de Cotard, vous savez, c'est-à-dire une négation d'organes, une négation d'existence. Nous ne sommes plus de la même humanité. Et donc nous sommes déniés de notre humanité. Mais ça, encore une fois, on a rencontré les nazis, il faut lire les témoignages tout à fait terrifiants des compagnies qui étaient chargées de tuer en masse les juifs. En gros, ça n'était plus des hommes. D'ailleurs, le langage, les métaphores qui sont utilisées leur dénient leur appartenance à l'humanité, puisque ça devient des rats, des cafards, etc. Et donc, c'est cela qui est important. Les tueurs de masse, en quelque sorte, c'est une espèce de professionnalisation et de technicisation de l'acte de meurtre. Ce qui est très différent. Moi, j'ai pas mal travaillé sur
sur les passions, j'ai écrit même un bouquin qui s'appelle Logique des passions, qui est très différent justement, Daniel Taguri en fait aussi allusion, du passage à l'acte criminel. C'est autre chose, c'est une identification au système, c'est une identification à l'appareil, mais justement, pourquoi? C'est parce que l'appareil est mis à la place d'un psychisme qui a été disloqué. Et donc ça vient tenir, hein, c'est une fonction de contention et de prothèse. Et c'est là où, pour répondre à votre question, moi je crois qu'il faut réhabiliter la parole pour inventer la démocratie, il faut réhabiliter les espaces de débat argumenté, il faut réhabiliter la culture, réhabiliter l'histoire, réhabiliter les humanités, les sciences humaines et sociales, et il faut trouver du temps pour pouvoir penser. Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Daniel Taguri, il va de soi que c'est la capacité de penser, comme dit Hannah Arendt, qui permet de distinguer le bien du mal. Mais cette capacité de penser, elle suppose que nous nous soyons plus pris dans justement cette chosification. Parce que, bon, ce que j'ai essayé de dire sans doute maladroitement tout à l'heure, c'est que d'une certaine manière, ce qui est terrible, c'est que la professionnalisation du meurtre, elle est en même temps, elle s'inscrit dans le même régime ontologique, passez-moi le gros mot, le même régime ontologique que le travailleur idéal de la machine. C'est-à-dire, il y a là quelque chose qui est terrifiant, qui nous fait perdre notre singularité. Donc il faut trouver des moyens d'être ensemble et de transmettre notre culture qui passent par la réhabilitation de l'humanité, réhabilitation de l'empathie, de l'identification à l'autre. Retrouver une liberté qui n'est pas simplement une liberté de jouissance matérielle, comme disait de Tocqueville, mais qui puisse être aussi, Hannah Arendt le dit, la liberté requiert la présence d'autrui. J'ai besoin de toi pour pouvoir me reconnaître moi-même comme appartenant à l'humanité. Ce qui suppose qu'effectivement, il faut mettre en place tout ce qui est possible pour pouvoir cesser cet état de dénutrition culturelle dans lequel nous sommes. Je voudrais juste terminer par une citation, parce que comme vous le savez, j'adore justement les cours que je fais, comme les ouvrages que j'écris, comme montage aussi de citations. Lorsque Jean-François Lyotard écrit « Dans un univers où le succès de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut mais incorrigible, d'en faire perdre ». Or, aujourd'hui, tout est mis en place sur nos lieux de travail pour que nous ne perdons pas de temps, pour que nous n'ayons pas à penser. Enfin, moi, je dis que c'est aussi par là que passe, en quelque sorte, la lutte contre les différentes formes de terrorisme. Voilà, mais merci. J'aurais également vous questionner sur d'autres pistes que vous proposez, mais on n'aura pas le temps. Vous les exposez dans votre ouvrage, la piste de la culture, de l'art, sur les pistes sur lesquelles vous insistez tout particulièrement, et vous parlez également d'un pacte d'humanité, mais là il va falloir que nous vous renvoyions à votre ouvrage, à moins que... Non, si je veux une phrase, parce qu'elle fait lien avec ce qu'a dit aussi Gilles Kepler, le propre des régimes totalitaires, des régimes fascistes, y compris théofascistes, donc pour reprendre, c'est justement d'être des régimes publicitaires. Et donc effectivement, elles se fondent sur une esthétisation de l'idéologie, alors que la lutte qui passe par l'art, elle est au contraire une politisation de l'art. Merci. Monsieur Huppel. J'attends votre question. Mais c'est toujours un appel, c'est-à-dire comment répondre à ce défi, comment faire en sorte que notre société puisse effectivement faire rempart face à l'islamisme, face à ce danger. Alors, je vais être un peu plus terre à terre peut-être que mes deux co-participants. Pour ce qui est de cette question de djihadisme atmosphère, donc on a eu en France une tuerie de masse qui a été celle du Bataclan, qui est jugée en ce moment, et ce procès a une importance si grande parce que, justement, il s'agit de faire passer le discours de la justice administrée au nom du peuple français et de l'imposer comme un discours de vérité. Alors que l'année dernière, le procès de Charlie Hebdo et de Peter Kacher n'a pas pu, son propos n'a pas été audible parce qu'il a été pris en otage par les incriminations d'islamophobie portées contre la France,
par l'énorme campagne d'Erdogan et des autres, à partir du moment où il y a eu la republication des caricatures et où on a passé notre temps à nous défendre au lieu de pouvoir faire passer le travail de la justice, si vous voulez. Ce propos a été inaudible, mais aujourd'hui l'enjeu, c'est de faire en sorte que ce propos soit audible, que ce jugement soit audible. Alors, il me semble que l'une des choses aussi qui s'est passée l'année dernière, c'est précisément pendant le procès de Charlie, il y a eu ces mouvements dits, que j'ai appelés djihadisme d'atmosphère, où des individus ont pris sur eux de passer à l'action après avoir été mis en condition par des incitations qui étaient présentes dans le monde virtuel. Alors pourquoi je n'en fais pas des goûts solitaires? C'est parce qu'ils ne sont pas arrivés là-dessus dans l'état de nature. Ils ont, Anzorov et les autres, avaient été très travaillés, idéologie intellectuellement. Même quelqu'un qu'on pourrait dire, Anzorov, personne n'aurait imaginé qu'il était ordinaire. Mais le gars de la préfecture de police, Michael Harpon, qui convertit à l'islam, qui achète un couteau rue Saint-Jacques et qui était chargé en plus de suivre les radicalisés de la préfecture de police, et qui va tuer un certain nombre de ses collègues. En fait, quand on rentre dans son histoire, c'est un gars qui était sourd, qui appartenait à des réseaux de sourds dans lesquels il y a eu une assez forte conversion au djihadisme pour se défendre contre l'oppression des bien-entendants contre les malentendants, qui avait été pris dans cette chose-là et qui du coup était dans près de Sarcelles où il habitait, qui était à la mosquée la plus radicale du quartier. Donc là on a des individus qui vont passer à l'acte, qui trouvent des armes blanches, mais alors on a eu très très peur à l'époque, parce que comment peut-on faire? La police détruit des organisations, comment peut-elle faire à des individus qui ne sont pas organisés au sens propre, qui se connectent sur le web? En réalité, ça n'est pas très difficile, c'est pas si facile que ça de commettre des crimes de masse publicisables, c'est parce que le terrorisme là, a une économie politique. On n'est pas terroriste juste pour être terroriste. L'objectif, c'est que ça convainque une population cible de se joindre à vous ou de passer à la lutte. Ben Laden, c'est la publicisation absolue, copiée sur Khomeini. Daesh, c'est une autre forme de publication à travers la banalisation et la désinhibition de l'horreur et de les décapitations sur un modèle de la consommation pornographique. Mais le djihadisme d'atmosphère, finalement, a du mal à percoler, si j'ose dire. Et justement, parce qu'il n'est pas organisé, il n'a qu'assez peu de moyens. C'est pas simple de trouver des armes à feu en France. C'est pas juste, il ne faut pas juste aller en Belgique. Surtout que le milieu aujourd'hui ne veut plus du tout fournir d'armes aux djihadistes, parce que si on tombe dans un procès pour djihadiste, on en prend pour 30 ans. Alors que le gars, normalement, est libéré sous caution au bout de 5 ans s'il y a un trafic de shit ou quoi. Donc, on a en fait d'une certaine manière, les dernières formes de djihadisme sont prises dans une sorte d'économie symbolique qui ne tourne pas véritablement pour l'instant à leur profit. Ce qui fait qu'on a eu finalement relativement peu d'actes depuis l'année dernière. Il y a eu le Tunisien Jamal Gorchen. Alors là, lui, il est complètement dans son domaine, puisqu'il avait un énorme problème de rapport à sa sexualité. Il était allé voir, son père lui avait dit d'aller voir un psychiatre pour le guérir de son homosexualité. Donc les psychiatres ont dit mais non, c'est super, au contraire, vas-y. C'est une caricature, évidemment.
Donc du coup, on l'a envoyé à Msaken. Oui, non, pas tout de suite, parce qu'il est allé à Msaken, qui est la ville de Tunisie où on trafique toutes les pièces détachées automobiles et qui est des imams très très virulents également. Là, on a essayé de l'exorciser, faire sortir le djinn de l'homosexualité. Ça n'a pas marché, pas plus que. Mais vous étiez à égalité avec les exorcistes. Hein. Dans les deux cas, ça n'a pas marché. Et le malheureux a commis un crime qui a une dimension rituelle, qui a tué cette malheureuse secrétaire d'un commissariat de Rambouillet, une figure assez maternelle, avec un couteau dans son tapis de prière du Coran, sortant de la mosquée, etc., en criant Allahu Akbar dans le commissariat. Bon. Donc il y a toute une mise en scène impressionnante, qui est vraiment la collaboration entre le psychiatre et l'orientaliste, entre guillemets. Sur ce cas-là, je suis sûr, c'est tout à fait passionnante. D'autant plus qu'on a 10 ans de Facebook de ce type. Et ça, c'est formidable, parce qu'on a vraiment son psychisme. Mais sa capacité de reproductibilité, si vous voulez, a été assez faible. Parce que la dimension, névrotique, d'une certaine façon, ou psychotique, était telle qu'il était difficile, contrairement au 11 septembre, de fournir une structure d'identification à des groupes. Vous voyez, donc je crois qu'il faut aussi arriver à inscrire ce type de phénomène dans un système social, dans une économie des représentations. Voilà. Merci pour votre éclairage, pour vos différents éclairages qui se complètent. Je m'aperçois qu'il est 19h. Vous m'excuserez d'avoir laissé courir un peu le temps, mais nous sommes les derniers. Je pense que je vais me faire tirer les oreilles par les organisateurs, mais voilà. Alors, c'est le moment des questions, si vous voulez bien. Je pense qu'on va encore prendre ce moment-là. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui vous passe le micro, je suppose. Donc, est-ce qu'il y a une question ? Donc voilà ma question. Si l'on admet, avec quoi je serais assez d'accord... Pouvez-vous parler plus près du micro, je vous entends. Que la crise actuelle qui induit de telles monstruosités est d'ordre anthropologique. Faut-il espérer, pour contrer et pour forcer l'humanité à changer sa façon d'être, faut-il donc espérer une catastrophe qui serait à même de changer ce genre de choses? Donc on est là dans une sorte d'aporie qu'il est difficile de démêler. Gilles Kepel me tend le micro, je suppose. C'est connu pour la prédication apocalyptique. Alors, oui, mais ne vous inquiétez pas, parce que la catastrophe n'a pas à avoir lieu. Elle a déjà eu lieu, c'est le thème de mon dernier bouquin. Et si l'effondrement avait déjà eu lieu, je m'explique. Je cite beaucoup les historiens, vous l'avez compris, donc je m'appuie aussi un peu sur le concret, sur le pragmatique. C'est Vernon qui adore dire que l'esprit est dans les œuvres. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, ce que nous construisons, ce que nous avons construit autour de nous, quelque part, est la matérialisation. Si on était avec les bourdieusiens, on dirait c'est l'habitus, c'est la matérialisation, en quelque sorte, de notre manière de penser le monde, de nous le représenter, de nous penser nous-mêmes et de penser les autres. Donc, si vous voulez, l'état, pour aller vite, de la planète, dans les aspects positifs et négatifs aussi, il ne faut pas non plus exagérer, si vous voulez, atteste quelque part de l'état, je dirais, du psychisme culturel, pour aller très vite. Donc, pour répondre à votre question très vite, Hannah Arendt nous dit que nous avons battu les nazis par les armes, mais pas par les arguments. Ce que je veux dire par là, et on le voit aujourd'hui, par exemple, si on prend les travaux de mon ami Johan Chapoutot, aussi historien, on constate, si vous voulez, que notre actualité, en particulier professionnelle, elle est hantée par des formes de management qui ne sont pas totalement étrangères au nazisme, mais un nazisme réactualisé. C'est-à-dire, non pas, si vous voulez, les croix gammées, le salut nazi et autres anticailles, c'est pas ça. C'est qu'en quelque sorte, nous sommes toujours hantés par d'autres formes que nous n'avons pas su, n'est-ce pas, nous n'avons pas su déconstruire.
Donc c'est pour ça que Gilles Kepel m'invite à une prophétie, mais c'est pas la peine. Prenons simplement l'état, pourrait-on dire aujourd'hui, de notre capacité à répondre aux différents défis. Donc moi je crois que si solution il doit y avoir, elle est du côté du politique, en considérant que pour moi le politique, un peu à la manière de Gramsci si vous voulez, c'est la culture. Et que donc c'est en donnant beaucoup plus de place à la culture, beaucoup plus de place, alors Francis Stoffel nous l'a dit aussi, à l'art, encore une fois je l'ai dit tout à l'heure, à la parole comme corrélative à l'invention de la démocratie, c'est de ce côté-là que ça peut passer, sinon peut-être qu'effectivement, mais moi je ne veux pas, si vous voulez, ce dont on n'a pas l'expérience, disait Freud, ce dont on n'a pas l'expérience, on ne peut pas en parler. Donc je ne peux pas vous parler de ce que sera demain. Mais l'état actuel du monde, c'est quand même ça, c'est que nos catégories de pensée et de juger sont terriblement altérées par le néolibéralisme. Je le dis en toute simplicité, c'est très compliqué, mais il faudrait 3 heures pour en parler. Vous voyez, c'est ça le problème. Et ça, en gros, vous le retrouvez, en gros, si vous voulez, pour faire vite, c'est dans les moments de transition culturelle, de transition civilisationnelle, que l'on voit émerger un certain nombre de troubles. Par exemple, c'est pas le lieu d'en parler, mais l'épidémie, les infectiologues savent bien qu'il y a des transitions épidémiques, c'est-à-dire lorsqu'on modifie nos manières de vivre, on voit émerger le retour des maladies infectieuses ou l'apparition des épidémies. Si vous voulez, donc c'est pas le virus en quelque sorte, vous voyez, si je peux me permettre cette analogie, c'est pas le virus qui quelque part fabrique l'épidémie, le paradigme pasteurien, le paradigme de Koch est un peu mal en point aujourd'hui, parce que vous avez une coévolution du virus et de l'hôte. Donc au moment de certaines crises, vous avez des transitions comme ça. Ces transitions, j'ai pris l'exemple des épidémies, mais pour moi, le terrorisme, et encore une fois, il n'y a pas que l'islamisme, il n'y a pas que le djihadisme, n'est-ce pas, ce sont des phénomènes qui peuvent apparaître dans ces moments-là. Donc nous changeons notre biotope, nous changeons nos manières de vivre, nous changeons nos modèles de civilisation, par exemple la globalisation, qui s'accompagne d'une fragmentation des cultures, d'une mise en question, si vous voulez, des frontières et des liens, favorise quelque part la constitution d'archipels. C'est le travail de Jérôme Fourquet, par exemple, la France, un archipel. Ben, vous avez effectivement des replis sur les communautés, que ces communautés se réclament, encore une fois, de la religion ou d'autres choses. Donc, pour moi, et j'aime bien la référence que faisait Daniel Zachary à François Sironi, pour moi, la question de l'écosystème est très, très, très importante. Je n'explique pas tout, hein, c'est pas un chibolette, mais quand même est très très importante, et les choses sont liées, elles sont interdépendantes. On ne peut pas simplement se focaliser sur tel ou tel symptôme. Mais c'est encore une fois, c'est un autre débat. Autre question. On parlait tout à l'heure avec Richard Malka de la difficulté qu'il éprouve à faire comprendre à des publics jeunes, en particulier scolaires, la différence entre croyance et croyant. Le fait que quand il allait expliquer apparemment dans des écoles et qu'il essayait de parler par exemple du cas de Mila, beaucoup de jeunes qu'il rencontrait semblaient éprouver du mal à conceptualiser le fait que l'on puisse critiquer, insulter une croyance, mais ce faisant, on n'insulte pas le croyant ou la personne elle-même. Qu'est-ce que vous pensez de cette difficulté, peut-être aujourd'hui particulièrement marquée chez la jeunesse, de ne pas arriver à faire ce travail conceptuel-là? Alors, Daniel pourrait y répondre aussi bien que moi de notre point de vue, mais il me semble effectivement qu'il y a... ça renvoie toute la question sur l'islamophobie, entre guillemets. C'est-à-dire que pour
pour les islamistes militants, toute critique du dogme n'est pas acceptable. Et elle est considérée comme une attaque, alors, parce qu'il faut utiliser le vocabulaire juridique de la société d'accueil, comparable à l'antisémitisme, qui, lui, n'a rien à faire du dogme du judaïsme, mais veut exterminer les juifs comme individus ou comme communauté, ou parce que ce sont des Untermenschen, comme ça a été mentionné tout à l'heure. Alors que, précisément, le pacte laïque et ce qu'on peut appeler de manière galvaudée l'esprit des Lumières, c'est que la critique de toute doctrine est licite. Il n'y a pas, dans le débat public, de doctrine sacrée. On peut caricaturer, si on le souhaite, le prophète de l'islam, Jésus, les francs-maçons, je ne sais qui. Mais pour ceux-là même qui veulent se faire responsables, les bénéficiaires d'une mobilisation communautaire, l'interdit de la critique est quelque chose qui renforce évidemment leur position. Et ce qui est frappant dans la jeunesse, c'est effectivement, on peut dire jeunesse, parce que parmi les plus virulents de ceux qui critiquaient Mila, une bonne partie n'était pas du tout même musulman. Ils considéraient que le fait de critiquer le prophète, c'était porter atteinte à un groupe de pères PAIRS qu'ils forment au lycée, au collège ou ailleurs, avec des jeunes parmi lesquels il y a des musulmans et dont ils sont solidaires quand on critique leur croyance, justement. Et cette différence aujourd'hui, effectivement, n'est plus faite comme elle était, je pense à la propre jeunesse, si vous voulez, qui est loin. Et c'est sans doute l'un des facteurs les plus troublants. Alors après, il se pose aussi d'autres questions, qui sont des questions d'opportunité. Dans ce petit livre, là, dernier, je me suis mis assez mal avec un certain nombre de gens qui d'habitude pourtant étaient plutôt intéressés par ce que j'expliquais. Quand j'ai essayé de démontrer que la republication des caricatures l'année dernière, quand s'ouvrait le procès, était au moins une faute politique. Puisque ça a fourni à tous ceux qui ne voulaient pas que le procès se tienne l'opportunité de s'emparer de ce chiffon rouge, de développer des logiques comme celle dont vous nous parlez là, et du coup d'envahir l'espace par un débat qui a empêché la manifestation de la vérité par la justice. Oui. Et alors, les principes sont une chose, mais les principes s'inscrivent dans une réalité politique dont on peut tenir compte. Il y a des moments qui sont plus opportuns que d'autres pour les afficher. Alors, on peut dire que une chose comme ça est monstrueuse, que les principes sont indiscutables et qu'il faut... mais la vie réelle n'est pas ainsi, si vous voulez. Et ça, c'est un véritable problème aujourd'hui qui dépasse ma compétence, mais qui est dû au fait que, à partir du moment où le travail a déjà été fait, selon lesquels, finalement, ce qui est différent est plus important que ce qui est commun, ce qui est en gros la racine entre guillemets, du wokisme, si vous voulez, la multiplication, l'essentialisation des différences. On se définit désormais à partir des croisements, on est racisé, genré, machin, truc, hein, et on constitue des segments essentialisés. Là, ça devient de plus en plus difficile de faire société, sinon par une juxtaposition aléatoire de groupes définis ontologiquement.
Et là, on est mal. Et alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez beaucoup parlé de, je ne sais pas, je me compte tout de suite, mais du néolibéralisme tout à l'heure. Peut-être, je ne sais pas si c'est, moi, je n'aurais pas pensé spontanément utiliser ce terme. Je crois que j'ai compris quand même ce que vous vouliez dire, mais peut-être qu'on peut dire qu'effectivement, à partir du moment où le néolibéralisme propose une dissolution du socle des valeurs avec une seule valeur qui est celle du profit, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de socle possible pour un universel et on est dans la juxtaposition des communautés essentialisées qui éventuellement achètent la même chose mais qui, en fait, dont on va segmenter les marchés, le halal, le kasher, le bio, le machin, le truc. Votre question est extrêmement importante. J'en discutais avec Richard Malka avant. Je vais répondre à 2 niveaux. D'abord, à un niveau personnel. Moi, j'ai élevé mes enfants. J'ai pas voulu qu'ils aillent dans des écoles privées. Dans une banlieue, il y avait à la fois une zone bourgeoise et une zone plus populaire. Ils ont fréquenté des enfants de tous les milieux. Et j'en suis très satisfait, mais aujourd'hui, quand je discute avec eux, ils disent « Non, papa, il y a des limites. » Des limites, et donc ils ne pensent pas qu'il faille insulter Dieu ou qu'on puisse le faire. Et ils sont, je dirais, beaucoup moins, entre guillemets, racistes que les générations précédentes. Ils sont beaucoup plus tolérants, beaucoup plus mêlés, et beaucoup plus respectueux de la différence de l'autre. Mais en même temps, les valeurs de laïcité et d'universalité ne sont pas centrales. Elles ne veulent plus dire grand-chose. Et donc, quand je discute avec mes enfants, j'ai parfois l'impression qu'il y a quelque chose qui nous sépare. Et effectivement, c'est une vraie question. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Malka a écrit ce bouquin. C'est quand il a... je ne parle pas simplement des jeunes musulmans à l'école qui disent non. Je parle des autres et de nos enfants. Moi, la deuxième réponse, c'est quelque chose, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus aussi, qui m'avait beaucoup frappé dans le procès Charlie Hebdo il y a une quinzaine d'années, c'est ça. Et donc ils avaient sorti toutes les caricatures se moquant du pape, de l'Église, etc., etc. Et ceux qui faisaient le procès n'ont pas pu s'empêcher de pouffer de rire. Vraiment, ils se sont bidonnés, comme si... ça voulait dire, regardez, il n'y a pas que les musulmans qui sont visés, on vise toutes les religions et le principe même des religions, et ils se sont bidonnés. En même temps, alors c'était un rire probablement salvateur, mais ils se sont bidonnés malgré eux. Voilà. Et ça m'a beaucoup frappé, parce que peut-être qu'ils ont beaucoup ri, mais en même temps, la force du dogme, une fois passé le procès, a dû les laisser tels qu'en eux-mêmes, sans aucun changement. Mais c'est une vraie question, parce qu'elle témoigne presque, d'un changement de paradigme. Oui, je crois. Si je peux aller un petit peu plus loin, puis après on va vous laisser tranquille. C'est trop triste. Il y a aussi un autre facteur, c'est pour vous inciter à aller acheter des bouquins maintenant, c'est que le livre a disparu comme mode de réflexion dans la jeune génération. Il est aujourd'hui complètement marginal. La capacité à poursuivre un raisonnement structuré n'existe presque plus de la manière à laquelle on était habitué, puisque l'univers virtuel construit le raisonnement à partir d'un agrégat de segments extrêmement brefs, que ce soit des tweets, des posts, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, qui arrivent aux individus à partir de leurs affiliations affinitaires. Dire, vous recevez, vous êtes un fil de nouvelles qui finalement, sauf si par curiosité vous allez exprès vous abonner à des monstres, qui ne font que conforter vos propres préjugés, si je puis dire,
avec cette espèce de disparition du raisonnement discursif. Et ça je crois que c'est un élément particulièrement important. On est solidaire de notre réseau affinitaire. Et on est dans l'exclusion par rapport à d'autres. Et ça, c'est un mode de fonctionnement qui, alors là, ce serait... Si on dit que le monde dérégulé du web est le produit ultime, le stade final du néolibéralisme, dans ce cas-là, on pourra peut-être effectivement dire que c'est le néolibéralisme. Je ne sais pas si c'est le terme exact, qui va penser comme tel. Voilà. Monsieur le modérateur, je crois que si vous voulez rester populaire à Mulhouse... Je voudrais rappeler quand même que je suis venu depuis très longtemps à Mulhouse. Mulhouse, pour moi, c'est la ville par laquelle a commencé la diffusion de la maladie en France, hein, parce que c'est la porte ouverte, si on peut dire, la porte ouverte. En plus, c'est coïncidence omen, et ce qui va un peu dans le sens du que tu dis tout à l'heure, à savoir que ça n'est pas... Et tout laïc se souvient que cela, c'est parti d'une église. La porte ouverte, oui. La porte ouverte. Ça a été la porte ouverte. Voilà. Enfin, j'espère que ça ne va pas se reproduire. Si la 5e jazz, phase, je ne sais plus comment s'appelle l'association, c'est ça, on a mal barré avant. On va essayer de... je vous remets le masque tout de suite. Voilà. Eh bien, merci à vous pour cette...